Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième conférence parenthèse sur le thème des économies environnementales. Le but est d'évoquer ensemble des solutions pour une croissance verte. Alors, je donne la chance d'avoir trois intervenants pour aborder le sujet. Ils vont chacun vous parler de leur expérience et de leurs connaissances pendant une vingtaine de minutes. Ils viennent tout droit d'HEI, donc on est particulièrement heureux de les accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, ils se feront une joie de vous répondre à l'issue des trois présentations dans un temps de questions-réponses qui est dédié à ça. Et pensez bien à couper vos micros et on va tout de suite écouter Mathieu Dancoine, chargé d'affaires en Performance Process. Mathieu, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis bien là. Bonsoir à tous. Vous pouvez enlever Bonsoir. Bonsoir, Je monsieur. vais juste préciser une petite précision avant que Mathieu prenne la parole. Pour vos questions dans le chat, si vous pouvez préciser pour quel intervenant la question est dédiée, parce que comme on les reprend tout à la fin, savoir à qui c'est destiné. Voilà. Mathieu, je te laisse la parole. Je vais enlever mon partage d'écran. Hop, voilà. Normalement, vous devez voir mon écran. Voilà, c'est très bien. C'est tout bon? Ok. Eh ben, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, même si j'aurais préféré être évidemment dans le bel amphi d'HEI pour présenter tout ça. Malheureusement, le contexte fait que ça se fera à distance. Alors pour commencer, petite carte d'identité, je vais présenter Performance Process. Donc, Performance Process a été créé il y a 1 an et demi, en juin 2019. C'est un bureau d'études en fait qui gère le traitement des eaux industrielles. On est indépendant des grands groupes et des grands constructeurs connus de tous comme Veolia, Suez, etc. Donc je suis le gérant. Je suis le gérant de la structure. J'ai effectivement été, comme dit tout à l'heure, par Émeric, diplômé d'HEI en 2006. Et je sors tout droit du domaine chimie, voilà, qui a été rebaptisé depuis, si je suis bien l'actualité de l'école. Voilà. Alors un petit film. Alors juste, ça va durer 1 minute 30 à 2 minutes. C'est juste pour que vous compreniez bien à qui vous avez affaire. Et puis après, je reprends la parole. Installé dans le Pas-de-Calais à Dainville, Performance Process rayonne sur tout le territoire national et international. Nos équipes sont mobiles et disponibles pour répondre à vos problématiques. Des valeurs fortes animent notre structure. L'écoute des clients, parce qu'un problème posé est à moitié résolu. Le pragmatisme de nos collaborateurs, parce que nous validons toujours la théorie par des essais. Bien-être, parce que des équipes épanouies sont agréables dans le quotidien et surtout performantes sur vos dossiers. Technicité, parce qu'elle est un moyen nécessaire pour bâtir des projets complexes. Nous sommes des traiteurs d'eau, mais aussi et surtout des gestionnaires d'eau. Nous globalisons nos démarches en remontant notamment à la source dans l'usine pour proposer des optimisations sur les process industriels et ainsi éviter les pollutions pour ne pas avoir à les traiter. Nos clients sont des collectivités, des bureaux d'études, des industriels de l'agroalimentaire, de la chimie, de la cosmétique et bien plus encore. Vous générez des eaux industrielles usées? Nous avons des solutions pour vous. Connaître les flux de pollution, les débits, sont des prérequis de toute démarche d'amélioration de votre cycle de l'eau au sein de votre usine. Dimensionner sur des données théoriques est un bon et pour être certain de ne pas faire d'erreur, des essais, qu'ils soient sur le terrain ou en laboratoire, nous permettent de sécuriser nos solutions.
Nos chiffrages en investissement et en coûts d'exploitation sont réalistes, puisque basés sur des prérequis validés par nos soins. Nous pouvons même vous aider dans la recherche de financement ou de subventions. Fort de notre expérience terrain, nous pouvons vous accompagner dans la construction de vos traitements par la validation de dimensionnement, analyse d'appel d'offres, mais aussi la validation des performances avant réception. Hop, voilà, je reprends la parole. Vous m'entendez toujours très bien, ça va? Oui, très bien. C'est bon, ok. Donc du coup, je vais m'attacher à répondre à la question qui nous est posée ce soir, à savoir quelle solution pour une croissance verte. J'ai choisi 2 exemples qui font partie de mon expérience depuis 2006 et ma sortie. Alors je vais du coup vous parler ce soir de la différence entre gérer ses eaux versus traiter les eaux, qui est pour moi deux approches totalement différentes. Et le deuxième exemple viendra du choix de réutiliser les eaux traitées versus appauvrir la ressource en eau disponible au milieu naturel. Voilà, donc le premier exemple, du coup, gérer versus traiter les eaux. Alors, on fait une grosse distinction chez Performance Process sur cet aspect-là. Alors, vous l'aurez compris, hein, gérer les eaux par rapport à traiter les eaux, il faut bien connaître son cycle de l'eau dans l'usine de production, en connaissant bien les volumes par ligne de production et pour bien connaître quelles sont les lignes qui vont générer la pollution à quel moment. Donc la solution qu'on met en œuvre chez Performance Process est de cartographier les pollutions. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher à connaître parfaitement quand sont générées les pollutions sur l'usine, sur quelle ligne et avec quels paramètres. Donc on a développé une méthode d'audit du site pour cartographier la pollution et qui se déroule en 3 étapes. La première étape va être de recueillir les données qui sont déjà existantes sur les usines. Donc il y a un gros travail de recherche dans les archives de l'usine, donc qui va de récupérer les plans des anciennes lignes de production, de récupérer les données sur les machines de production, sur les lignes de production, de récupérer tout ce qui peut être data, donc toutes les données, parfois collectées automatiquement, parfois pas, parfois collectées automatiquement mais pas exploitées par les équipes. On s'attache aussi à auditer les équipes, c'est-à-dire à questionner sur les habitudes de production, sur les plannings, l'ordonnancement, enfin, etc., etc. Donc tout ça, c'est la première étape, c'est recueillir les données qui sont déjà existantes sur l'usine. Une fois cette première étape réalisée, on va s'attacher de récupérer des données qui sont manquantes, avec généralement la pose de matériel, donc de capteurs, d'instrumentation, de préleveurs, de débitmètres, de sondes de température, etc., etc. Du coup, après ces 2 premières étapes, on a plein de données, on a plein d'informations sur l'usine, plein de plans.
Et on va s'attacher du coup d'éditer la cartographie de la pollution par zone, par polluant, par débit, par ligne de production, voilà, en fonction de ce qu'on aura pu juger pertinent sur la problématique du client. Donc suite à ça, en fait, on va générer des graphiques, des données. Donc là, je vous ai juste mis des graphiques assez simples, hein, pour illustrer un peu le propos, mais par exemple, le graphique en haut, c'est le débit généré par l'usine en effluent usé sur une journée de production, hein, de 7 h du matin jusqu'à 18 h 30. Et le graphique en bas à droite va être de s'attarder sur les volumes cumulés sur ligne de production, par exemple, sur la journée. Alors, je voulais vous parler très concrètement de comment ça se passe après sur le terrain pour ne pas rentrer dans des théories, mais vraiment être très pragmatique et illustrer le propos. Donc l'exemple numéro 1, en fait, c'est un exemple que j'ai vécu il y a 6 mois à propos de graisse dans une usine. On est chez un industriel de l'agroalimentaire qui m'appelle et qui me dit Monsieur Dancoine, il faut absolument que vous veniez, il faut traiter mes matières grasses. On met en place une cartographie de pollution sur l'usine. Et on repère en fait que le flux de matières grasses, encore appelé substance lipophilique, n'est généré que sur une seule journée pendant les 5 jours de cartographie de pollution, à savoir le 10 novembre. Et que du coup, il n'y a que le 10 novembre où l'industriel ne respecte pas le flux de pollution réglementaire qui est de 30 kg par jour, d'où la barre horizontale rouge sur le graphique. Et puis on lance pas mal d'investigations sur les lignes de production, et en fait, investigation faite, il s'agissait juste d'un mauvais raclage de produits finis de sauce type vinaigrette avant nettoyage des équipements. Donc après correction, les flux sont redevenus réguliers, surtout respectant la réglementation des 30 kg par jour et surtout sans traitement. Donc cet exemple-là, en fait, alors il me semblait intéressant de vous le montrer pour dire que l'intérêt en fait est de traiter la pollution qu'on ne peut pas éviter, et que il est très régulier de voir des industriels qui ne connaissent pas bien leur ligne de production. En s'attachant à mieux connaître ces lignes de production, il est possible, parfois même, comme le montré dans cet exemple, juste avec des bonnes pratiques d'exploitation ou de production, de générer moins de pollution et du coup de s'éviter de traiter des pollutions. Je vais vous montrer aussi un exemple 2 en parlant de température de rejet. Donc on est chez un industriel de la chimie qui m'appelle et qui me dit Monsieur Dancoine, il faut refroidir mes eaux puisque je ne respecte pas les 40 degrés réglementaires. Donc pareil que sur l'exemple numéro 1, on met en place une cartographie de pollution là qui est du coup très axée sur le profil de température et les débits générés sur les 2 lignes de production qui sont représentées sur le graphique, donc la ligne 1 en bleu et la ligne 2 en orange. Et du coup, on se rend compte en fait que le dépassement de température, il est très limité dans le temps sur la ligne 1, qui correspond en fait à la fin de journée sur 2 heures ou un peu plus. Donc l'existant en fait c'est la représentation que vous voyez maintenant, donc une ligne 1, une ligne 2 qui se rejette au milieu naturel, et il faut respecter une température de rejet de 40 degrés. L'industriel avait pensé mettre un refroidissement électrique sur les lignes de production avant le rejet au milieu naturel. Après étude, nous, Performance Process, on a imaginé le stockage des eaux chaudes de la ligne 1 qui va venir se mélanger avec la ligne 2 avec une mesure de température et un asservissement
du débit de rejet de la cuve stockée pour garantir toujours une température inférieure à 40 degrés à l'industriel. Donc juste cet exemple-là, il est aussi intéressant puisque parfois faire de la croissance verte peut se limiter à peu de choses ou c'est ce que j'ai voulu illustrer par ce tableau. Donc en solution initiale, on a un problème réglementaire puisqu'on ne respecte pas la température au rejet au milieu naturel. Donc on risque d'avoir des impacts sur le milieu naturel récepteur avec des morts par exemple de faune piscicole, de poissons. Donc après, la solution refroidissement qui est, pour rappel, l'étape qui avait été imaginée par le client, il y avait un coût d'investissement de 140 000 € et un coût d'électricité de 25 000 € par an. Donc sur 5 ans, c'était 53 000 € par an, avec les désavantages d'avoir un investissement important et des coûts électriques importants. En solution régulation, donc c'est la solution préconisée par Performance Process, on a eu du coup que 35 000 € à mettre sur la table et des coûts électriques de 3 000 € par an pour sur 5 ans du coup revenir au client à 10 000 €. Donc voilà, avec cette solution est verte, on consomme le juste nécessaire électrique et du coup le client très satisfait puisque à moindre coût il a résolu son problème et en plus il a apporté une solution plus intéressante d'un point de vue environnemental. Donc voilà, je vais maintenant m'attacher à un autre registre qui est très à la mode en ce moment sur le traitement des eaux industrielles. Ça va être de réutiliser les eaux traitées pour éviter d'appauvrir la ressource en eau. Donc le cycle de l'eau dans l'industrie, je vais vous présenter très rapidement le modèle entre guillemets historique. Donc généralement l'industrie puise son eau sur le réseau d'eau public ou dans le milieu naturel. Donc ça peut être un forage dans la nappe phréatique, ça peut être en rivière. Il va assurer un traitement avant l'utilisation pour rendre l'eau conforme à son utilisation en industrie. Il va produire son produit fini, donc ça peut être de la cosmétique, ça peut être de l'agroalimentaire. Il va générer du coup des eaux usées qu'il va traiter après utilisation pour renvoyer au milieu naturel ou alors au réseau qu'on appelle communément le réseau total égout, le réseau d'assainissement de la ville. Le modèle nouveau, en fait, il reprend le même cheminement au début, donc le traitement avant l'utilisation, l'utilisation par l'industriel et un traitement après l'utilisation. Et en fait, on va, pour réutiliser l'eau, ajouter un traitement complémentaire sur l'eau déjà traitée par l'industriel, sur une partie de ces rejets au milieu naturel, pour pouvoir réutiliser l'eau sur le process. Alors quels sont les objectifs de cette démarche? Eh ben, ça va être de préserver la ressource naturelle en diminuant les pompages d'eau au milieu, donc en forage souterrain ou en milieu de surface type rivière ou canal. Et aussi de réduire les rejets au milieu naturel, puisque comme le montre le graphique présenté, la demande en eau ne cesse d'augmenter. Donc voilà, au bout d'un moment, il va y avoir des problèmes, enfin, qu'on voit déjà hein, avec des tensions sur la ressource en eau sur les régions pauvres de la planète. Il existe maintenant des tensions et on nous prédit malheureusement des conflits armés par rapport à cette problématique.
Autre objectif, ça va être de garantir une ressource alternative, fiable, constante et indépendante de la météo. Alors pourquoi indépendante de la météo? C'est notamment quand on est en milieu, en pompage pardon, sur les rivières. Lorsqu'on a des gros orages, on a beaucoup de matières en suspension solides qui viennent perturber les pompages et donc la qualité d'eau que l'industriel va pouvoir venir puiser sur le milieu. Alors, quel traitement? Donc, comme dit précédemment, l'industriel a généralement déjà une station de traitement de l'eau. On va venir mettre en place un traitement de finition qui est généralement de l'ultrafiltration, de la microfiltration, de l'osmose inverse, de l'évaporation, pardon, ou de la coagulation-flocculation. Bon, l'idée ce soir, c'est pas de vous faire un cours de traitement de l'eau, donc je vais m'arrêter là. Et généralement, il y a besoin de faire une désinfection, soit par chloration, oxydation avancée ou ozonation, avant de venir recycler l'eau dans le process industriel. Quelles utilisations de cette eau nouvellement créée ou régénérée? Donc les utilisations les plus standards, on va dire, ou les plus souvent vues vont être des irrigations agricoles, d'espaces verts publics ou privés, des industries voisines qui parfois ont besoin d'une eau moins noble ou moins traitée sur leurs activités, des réutilisations d'eau en interne chez l'industriel ou des refroidissements d'équipements de process. Quelles limites, quels avantages à ce modèle? Les limites sont que procéder ainsi est rarement rentable financièrement. Quand on a une eau qu'on peut venir puiser en milieu naturel, dans des forages à moindre coût, ou sur le réseau d'eau potable avec des coûts généralement entre 2 € et 4 € du mètre cube. Et c'est très compliqué en fait de mettre en place des traitements qui soient rentables financièrement. Par contre, l'avantage qu'il faut contrebalancer, et que souvent c'est rentable pour l'environnement à l'échelle du territoire. L'autre limite de travailler ainsi, c'est qu'il faut bien connaître les besoins en eau, en volume, en concentration, pour dimensionner les traitements nécessaires. Sans quoi forcément le projet est voué à l'échec. Donc il y a une grosse part d'études à bien mener en amont. Et l'autre avantage qui est induit par la méthode est que on améliore considérablement les indicateurs de production. Donc généralement, les industriels parlent en litres d'eau par kilo de produit fini. Et je peux vous citer par exemple une brasserie du nord de la France qui, en procédant ainsi, a quasiment divisé par 2 ce ratio de production. Donc ils étaient au départ à 9 litres d'eau par litre de bière produite, et ils sont maintenant, avec ce procédé-là, tombés entre 5 et 5,5 litres d'eau par litre de bière produite. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. Du coup, si j'ai tout compris, Aymeric, les questions viendront après, à la fin des 3 présentations. Voilà, exactement. Voilà. Donc, merci beaucoup, Mathieu Dancoine, pour cette présentation sur les solutions liées à l'eau. Maintenant, on va un peu changer de registre. On va parler des emballages avec Clarisse Guenel. Oui. Si- Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Voilà, super. Je vous laisse la main pour le PowerPoint, du coup. Parfait. C'est parti. Alors, ça va bien. Hop, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Au début, ça va être mieux pour commencer. Parfait.
Donc bonjour à tous, merci de l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour partager ces quelques minutes. Merci à tous les élèves qui sont là. Après, vous n'avez pas l'excuse d'aller boire une bière à la Faduche en ce moment, donc vous faites bien d'être devant votre ordi pour apprendre un peu plus sur ce qui se fait en entreprise. Mais en tout cas, merci d'être là, c'est sympa. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on répondra après. Moi, je suis désolée, j'ai plein de trucs à vous raconter, mais du coup, je vais devoir faire des coupes. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas aussi à revenir vers moi par la suite si c'est nécessaire. Mais voilà, je vais essayer de vous présenter donc effectivement la fin de vie et l'économie circulaire autour des emballages ménagers et des papiers. Alors, moi, pour me présenter en 2 mots, donc Clarisse Guenel, je suis sortie d'HEI en 2012, filière chimie aussi, comme Mathieu et comme Sophie, il me semble qu'on est tous les trois issus de la filière chimie ce soir. Alors moi, je suis sortie en fin 2012 et j'ai commencé ma courte carrière en 2013 dans l'industrie papetière. Donc je connais bien les problématiques dont parlait Mathieu juste avant sur la gestion de l'eau et les économies d'eau qui sont importantes. Donc j'ai été pendant un peu plus de 2 ans ingénieur process production en industrie papetière, ensuite ingénieur projet industriel avec la construction d'une nouvelle ligne de production. Et finalement, je suis rentrée en France parce que j'étais un peu plus de 5 ans en Espagne. Je suis rentrée en France en tant que responsable fabrication machine à papier. Voilà. Et je suis depuis plusieurs mois chef de projet de développement du recyclage chez Citeo. Donc, je vais vous présenter Citeo et de quoi on parle quand on parle d'emballage ménager et de papier en France. 2 petites secondes sur le contexte réglementaire aussi, et puis je rentrerai dans le vif du sujet pour vous présenter la collecte, le tri et le recyclage, de quoi on parle et comment ça s'inscrit dans l'économie circulaire aujourd'hui. Et puis je finirai par ce qui est mon quotidien, le suivi de projet R&D avec le focus sur le développement des filières de recyclage, certaines qui ne sont pas encore développées aujourd'hui en France. Voilà, alors Citeo, qu'est-ce que c'est? Citeo, c'est un éco-organisme qui est donc une entreprise privée, mais avec des contraintes fixées par l'État, puisqu'on a 2 agréments de l'État. Donc un agrément sur les papiers graphiques, donc on entend par là tout ce qui est papier d'écriture, ramettes d'imprimante, journaux, magazines, etc. Et un autre agrément qui concerne les emballages ménagers, donc tous les emballages qui entourent les produits et qui protègent les produits que vous achetez au quotidien. Voilà, donc on a 2 agréments qu'on renouvelle tous les 6 ans avec l'État français pour gérer toute la fin de vie de ces emballages et de ces papiers. Mais d'un autre côté, on a cette double casquette où on est une entreprise privée. On a adopté il y a quelques semaines le statut d'entreprise à mission, donc c'est un nouveau statut qui vient d'apparaître en France. Qui permet aux entreprises vraiment d'ancrer leur raison d'être dans leur statut légal et qui pour nous tombait sous le sens en étant entreprise de l'économie circulaire. Voilà, donc on est une entreprise privée un petit peu particulière parce qu'on est aussi à but non lucratif, donc ce qui est assez rare pour le souligner. Et puis sur les rôles et les missions, je vais vous les détailler tout au long de la présentation. Alors pour revenir sur tous les acteurs qui nous accompagnent pour développer une économie 100% circulaire en France, donc nous on est en lien vraiment avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, donc que ce soit les entreprises qui vont mettre sur le marché des emballages et qui vont du coup nous payer cette éco-contribution que nous on va ensuite rediriger vers justement les collectivités locales pour financer la collecte et le tri que je vous détaillerai un petit peu plus tard. Mais on va aussi être en lien avec les opérateurs plutôt publics, les institutions et les pouvoirs publics, que ce soit en France ou en Europe, pour aider et contribuer aux nouveaux textes de loi qui sortent très très régulièrement sur le sujet. Et puis on va aussi être en lien avec tous les acteurs de l'innovation, des startups qu'on essaye d'accompagner, que ce soit financièrement ou techniquement, pour développer toujours plus de solutions vers une économie circulaire de plus en plus ancrée sur le territoire français. Et bien sûr, on essaye d'intervenir auprès des consommateurs pour toujours plus simplifier et valoriser le geste de tri
du consommateur final. Alors, les Citeo donc, est financé en fait par l'éco-contribution des entreprises, c'est-à-dire toutes les entreprises qui mettent sur le marché un emballage ou un papier doivent aujourd'hui pallier à la fin de vie de cet emballage ou de ce papier et en ce sens nous versent une éco-contribution. L'éco-contribution, on en parle aussi souvent depuis quelques années dans tout ce qui est équipement électronique, etc. Et vous voyez souvent quand vous achetez quelque chose, 200 €, dont 2 € d'éco-contribution. Voilà, donc c'est le même genre de taxe. Nous, du coup, on va collecter cette taxe qui représente donc à peu près 800 millions d'euros par an et qui, depuis 1992, depuis la création de l'éco-organisme, a représenté un peu plus de 10 milliards d'euros. Et donc cette éco-contribution, elle correspond en fait à tous les emballages et les papiers qui sont mis sur le marché. Et en termes de tonnage, ça va correspondre aujourd'hui à un peu plus de 8 millions de tonnes mis sur le marché en France tous les ans, donc à peu près 5 millions pour les emballages et un peu moins de 3 millions pour les papiers. Et cet argent, en fait, il va nous servir derrière à financer des projets pour accompagner les entreprises, pour faire vraiment de la réduction à la source, travailler aussi sur le réemploi de l'emballage et améliorer l'utilisation de la matière recyclée pour avoir des emballages le plus éco-conçus possible et qui comportent le plus de matière recyclée possible pour faire moins appel à de la matière vierge. On va également suivre des projets pour améliorer la recyclabilité des emballages et finalement, on va aussi utiliser cet argent, comme je vous le disais, pour améliorer l'information du consommateur sur les gestes de tri. Alors, je vais passer très rapidement parce que je vais rentrer après dans le vif du sujet pour vous présenter des exemples concrets de recyclage. Mais aujourd'hui, le gisement d'emballage en France, il est très hétérogène parce qu'on a beaucoup de matériaux différents. On a beaucoup de verre en termes de volume, en tonnage, parce que le verre, c'est très lourd, vous en doutez. Après, en termes d'unités, ça représente beaucoup moins d'unités que le plastique et le carton. Vous voyez que le verre, ça va représenter à peu près 9 milliards d'unités par an. Et sur le plastique et le carton réunis, on est à 150 milliards d'unités. Voilà, donc c'est pour vous donner les grands chiffres. Mais voilà, ça se répartit surtout sur le verre, le papier et le plastique. Et puis après, on a un petit peu de métaux avec l'acier et l'aluminium. Alors, donc, je vous en parlais un petit peu avant. Là aussi, je vais passer rapidement, mais pour vous donner un ordre de grandeur chez Citeo, donc 1 € d'éco-contribution qu'on collecte, ça va servir à financer surtout et en majeure partie, c'est les 3/4, vous voyez ici en orange et en bleu, vraiment les 3/4 de notre travail et de notre contribution à la chaîne de valeur. Ça va être le financement de la collecte et du tri. Donc en fait, cet argent, on va le redistribuer aux collectivités locales qui se chargent d'organiser la collecte et le tri. Souvent, elles font appel à des opérateurs privés, les grands gestionnaires de déchets tels que Veolia, Suez, Paprec. Mais c'est bien les collectivités locales qui organisent tout ça. Et nous, en fait, on va venir contrôler en sortie des centres de tri chaque tonne correctement triée et qui va vers des filières de recyclage. Et on va venir finalement racheter, entre guillemets, ces tonnes, même si après, elles ne nous appartiennent pas. Mais en fait, on contribue à la collecte et au tri par ce biais-là, où on verse une somme pour chaque tonne collectée et correctement triée à la collectivité locale. Et puis après, voilà, on réinvestit en sensibilisation, en projet de R&D, et puis nos coûts de fonctionnement internes, pour vraiment faire en sorte que toutes les co-contributions soient redistribuées sur la chaîne. Alors, juste un passage rapide sur le contexte réglementaire pour vous dire en 3 mots que les choses avancent très très vite dans ce secteur, dans le secteur du recyclage. Il y a beaucoup de textes, que ce soit en France ou en Europe. En général, il y a beaucoup de textes européens que ensuite le législateur français doit transcrire pour la France. Et donc, on participe aussi à tous ces travaux. On intervient beaucoup pour aussi appuyer plutôt le côté industriel et faire réfléchir le législateur sur ce qu'il est possible de faire et ce qui est envisageable
et ne pas avoir des textes législatifs trop contraignants et finalement avec des objectifs qu'on ne pourrait pas tenir. Notamment avec la loi AGEC qui est en cours, voilà, mais c'est très législatif et très lourd, mais juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de travaux là-dessus aussi. Alors, la collecte, le tri et le recyclage, le vif du sujet, qu'est-ce que c'est? Donc, tout simplement, hein, je vous ai remis toute la boucle avec la partie, du coup, une partie que vous connaissez bien. Donc, en fait, on achète. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Si vous pouvez juste couper, sauf si vous avez une question. Parfait. Donc, on achète des produits dans la grande distribution ou dans les petits commerces, peu importe. On consomme et puis on trie nos déchets qui viennent être collectés ensuite justement par les collectivités locales, camions en porte-à-porte, où on met nos déchets aussi en point d'apport volontaire et ils seront ensuite collectés de la même façon. Ces déchets arrivent en centre de tri. En centre de tri, ils vont être triés, comme son nom l'indique, assez bien, et ils vont partir chez des recycleurs, des transformateurs, et ils vont permettre de reboucler la boucle vers d'autres produits de biens de consommation, vers le consommateur. Et ça va en fait éviter cette partie-là en bleu, qui est l'extraction de minerais, de matières fossiles, de tout ce qui est matière première vierge, pour finalement toujours avoir la même matière qui tourne en boucle voilà, dans l'économie circulaire grâce au recyclage. Donc la collecte, ça c'est une partie que vous connaissez, hein, les bacs jaunes et les camions bennes qui circulent dans toutes les villes de France. Alors pour rentrer un peu plus en détail dans un centre de tri, il y a différentes technologies qui permettent de séparer les emballages. On va commencer par séparer les emballages plats, les emballages qu'on appelle creux. En fait, les emballages plats, dans la plupart des cas, sont des papiers, des cartons. Et donc, ça va permettre de faire une première différenciation entre papier et carton d'un côté et d'un autre côté, tout ce qu'on appelle emballage creux, qui vont être plutôt les emballages métalliques et les plastiques. Donc, suite à ça, on va venir avec des courants de Foucault et des tris par induction, par aimant, séparer justement les métaux, donc tout ce qui est alu et aluminium et acier, pardon. Et ensuite, on va se retrouver du coup avec que les plastiques, mais les plastiques, il y a beaucoup de résines différentes. Comme vous le savez certainement, on parle de PET, de PE, PP, PS, donc c'est le polystyrène, PET, polyéthylène terephthalate, et PE, polyéthylène, polypropylène pour le PP et polystyrène pour le PS. Et donc il va falloir différencier ces différentes résines parce qu'en fait elles ne sont pas recyclées dans les mêmes filières, on ne peut pas tout recycler en mélange. Il va falloir vraiment recycler par résine. Et donc ça, on vient le trier et le différencier par un tri optique qui fait en fait un tri par infrarouge et qui permet d'avoir ce tri à la résine. Et ensuite, on a toujours beaucoup de tri manuel qui va finalement aider à séparer différents matériaux parce qu'on n'arrive pas encore à remplacer l'homme par des machines sur toutes les applications, hein. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des centres de tri, c'est pour ça que c'est aussi important de bien trier pour penser à eux et ne pas mettre n'importe quoi dans les bacs jaunes. Donc voilà, on a beaucoup de tri manuel et beaucoup de tri manuel surtout qui nous aident à la qualité en fait. Donc les trieurs vont avoir un flux devant eux qui va déjà être trié, donc soit le flux papier, soit le flux aluminium, soit le flux PET par exemple, et ils vont venir enlever les indésirables dans ces flux pour sortir vraiment un flux de bonne qualité. Ces matières, elles vont ensuite être mises en balle pour être compactées et pouvoir être transportées plus facilement vers les recycleurs. Et tout ce qui ne rentre pas dans tous ces flux que je vous ai détaillés avant, ça va partir au refus et ça va partir du coup comme les ordures ménagères vers de l'enfouissement ou de la valorisation énergétique. Voilà, donc les flux
En sortie centre de tri, aujourd'hui, ça va être le PET clair, le PET foncé, le papier carton, le papier journal, magazine et écriture, les briques alimentaires, tout ce qui est flacon en bouteille et flacon en PP et en PE, et puis les métaux. Et après, le verre, c'est traité à part, hein. Il n'est pas comme les bacs de tri sont séparés, on n'a pas besoin finalement de le surtrier, de le retrier. Donc, il est traité totalement à part. Voilà, juste 2 chiffres. Alors, il date de 2016, malheureusement, mais alors, je vais contrôler le micro, s'il vous plaît. Merci. 2 chiffres qui datent de 2016, malheureusement, mais ça vous donne une bonne idée sur ce qu'on économise grâce au recyclage. Donc, un peu plus de 2 millions de tonnes de CO2 qui n'ont pas à être émises grâce au recyclage et à la non-utilisation de matières vierges, et 26 milliards de litres d'eau qui vont être économisés également. Voilà, rapidement, pour les destinations du recyclage, je trouvais important de remettre le point ici, et pour insister sur le fait que le recyclage doit être une économie locale, comme beaucoup d'économies circulaires, hein. C'est important de les ancrer dans le territoire et que ce soit vraiment local. Donc là, on voit que sur les emballages ménagers, c'est le cas pour 85% des emballages qui restent en France, et 15% qui vont partir finalement dans les pays frontaliers, hein, parce que sur un centre de tri dans l'est de la France, bah, c'est peut-être plus cohérent que la matière aille en Allemagne plutôt qu'elle aille à Biarritz, par exemple. Voilà, mais ça va vraiment rester du local. Et contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans la presse, on a très peu de flux qui partent en Asie. Voilà, ça arrive, mais c'est vraiment peu, et ça va être pour des applications très précises. Et pour les papiers, c'est sensiblement la même chose. Alors, on a un peu plus de répartition entre la France et l'Europe, mais sinon, c'est vraiment la même chose. Pour vous donner des exemples concrets de recyclage, donc j'ai fait un focus sur chaque filière. Donc ici, les papiers et cartons. Donc papier graphique, papier d'emballage, carton, et les briques alimentaires. Alors, pour vous donner des exemples, donc aujourd'hui, c'est des flux qui sont pour le papier carton. Hors briques, ça va être recyclé à 70% aujourd'hui en France. Et pour les briques, ça va être à 57%. Et les débouchés, donc comme je vous le disais, moi j'ai travaillé dans une papeterie pendant plus de 7 ans, et on fabriquait du papier d'emballage. Donc les débouchés, c'est voilà, c'est du papier d'emballage, du papier d'hygiène, de l'isolation pour le bâtiment aussi, en moindre mesure, mais le papier est une filière existante et assez bien développée en France et en Europe aujourd'hui. Pour l'aluminium, ça va être une filière qui est aussi existante pour tout ce qu'on appelle les aluminiums rigides. Pour les aluminiums souples, donc c'est les petits aluminiums, par exemple les capsules Nespresso, hein, bien connues, et les petits aluminiums, c'est en cours de développement, c'est à consolider. Voilà, mais c'est en cours, et pour les aluminiums, ils sont recyclés aujourd'hui à 48% en France. Enfin, à 48% du flux français, hein, est recyclé de ce qui est mis en marché, et les débouchés vont surtout vers la fabrication de pièces pour l'automobile. Voilà. Tac, tac, tac. Et alors, pour les plastiques, je vous ai mis ici les principales étapes du recyclage mécanique d'un plastique. Donc, les balles de plastique que vous voyez ici, elles vont être retriées, enfin délitées déjà, et retriées par les recycleurs pour s'assurer qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de contaminants, qu'il n'y a pas de... Hop, pardon. Qu'il n'y a pas de contaminants. On va enlever tout ce qui est métaux, parce qu'après la matière va être broyée, donc ça pourrait endommager les broyeurs. La matière est broyée en fines paillettes que vous voyez au milieu de l'écran. Les paillettes vont ensuite être lavées et vont passer par des étapes de flottaison pour s'assurer qu'en fait tout ce qui est autour du plastique, par exemple les étiquettes en papier, tout ce genre de choses, ça va finalement être séparé du plastique, et on va retirer vraiment que la résine plastique qu'on veut.
Et on va en faire ensuite des granulés. Donc par extrusion, on va en faire ces petits granulés que vous voyez là en bas de l'écran. Pour le plastique, comme je vous le disais, on a plusieurs filières de recyclage puisqu'on a plusieurs résines. Aujourd'hui, la filière de recyclage qui est la plus développée en France, c'est la filière PET, donc ce qui correspond aux bouteilles d'eau, bouteilles qu'on voit un peu partout, qui a été la première filière développée en France depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Et les bouteilles aujourd'hui mises sur le marché sont recyclées en France à 61%. Et elles reviennent, en fait, ça tourne en boucle fermée. Donc les débouchés, ça va être des bouteilles pour une grande partie. Et sinon, ça va aussi être de la fibre. Donc tous les vêtements que vous achetez en polyester, typiquement, ça peut être fabriqué en PET recyclé. Voilà, et pour le PET foncé, c'est la même chose que pour le PET clair, mais ça va revenir principalement aujourd'hui vers la fibre. On en a peu qui revient en boucle fermée vers de la bouteille. Pour le PP et le PE, les débouchés vont être un peu différents. La filière est aussi une filière qui existe depuis quelques années, quelques dizaines d'années même en France. Mais les débouchés vont être ce qu'on appelle, nous, extérieurs, donc pas en boucle fermée. Ça va plutôt être des débouchés dans l'industrie automobile ou dans l'industrie du bâtiment avec, par exemple, beaucoup de fabrication de tuyaux en PE. Voilà, je passe rapidement parce que je vois que le temps file. Alors, le PS, c'est une des filières qui aujourd'hui est peu développée en France. Et les débouchés sont ici aussi en boucle ouverte avec, par exemple, les boîtiers de CD. Ça n'existe plus beaucoup, mais les quelques-uns qui existent encore, les pots de fleurs, des cintres, voilà, d'autres pièces de ce type-là. Sur le PE basse densité, ça va être la même chose que le PE haute densité. Ça va être des tuyaux et des mandrins pour l'industrie du BTP, et puis des films souples qu'on va retrouver notamment dans des sacs poubelles. Et une filière ici aussi à consolider. Voilà, là je vous ai mis en une slide un petit peu le résumé global pour tous les matériaux. Où est-ce que ça va et d'où ça vient. Oula. Hop. Pardon. Et donc aujourd'hui, en fait, nous, on travaille beaucoup sur ce qui est à développer et ce qui est non recyclable. Et donc, on cherche à augmenter évidemment le geste de tri, le captage en centre de tri. Et on cherche aussi à développer les filières qui sont aujourd'hui en construction ou peu développées. Et en fait, ça fait suite à l'extension des consignes de tri parce que depuis 1992, on peut mettre dans sa poubelle jaune des bouteilles et des flacons, mais on ne peut pas mettre tout ce qui est barquettes, pots et films. Ça, on peut le faire dans certaines communes en France depuis quelques années, mais c'est en cours. C'est ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. Et en fait, c'est vraiment pour simplifier le geste de tri du consommateur où demain, l'idée, c'est que tout le monde puisse mettre tous ses emballages en plastique dans son bac jaune et que ainsi tous ces emballages en plastique puissent être recyclés par la suite. Et donc ça va vraiment être le gros de notre activité aujourd'hui, où en fait on se concentre vraiment sur cette extension. Et donc l'horizon, en fait, ça a débuté il y a quelques années. Et au début 2021, là, on va être à peu près à 50% des Français qui sont concernés par cette extension et qui donc peuvent déjà mettre tous leurs emballages dans leur bac jaune. Et à horizon de 2023, ça va être 100% du territoire français qui va être concerné. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, on développe vraiment, je vais passer rapidement du coup, mais on développe vraiment beaucoup de projets R&D autour de ces problématiques. Et autour de ces problématiques, par exemple, voilà, une des problématiques que je suis aujourd'hui activement, c'est le polystyrène. Le polystyrène, c'est la résine principale utilisée aujourd'hui en France pour les pots de yaourt, parce que c'est la seule résine qui permet d'avoir ce qu'on appelle la sécabilité, c'est-à-dire d'avoir des packs de yaourt par 4, 6 ou 8, et qui permet de les séparer facilement, le petit clac qui permet de séparer les pots individuels.
Sauf qu'aujourd'hui, l'EPS n'est pas encore recyclé en France et il est peu recyclé et on n'arrive pas à avoir ce qu'on appelle des filières à haute valeur ajoutée pour les débouchés, c'est-à-dire en fait de revenir vers un emballage contact alimentaire où, comme je vous le disais, on revient vers des cintres, des pots de fleurs et on ne considère pas que ce soit la meilleure des solutions. On veut vraiment tendre à des boucles fermées. Et donc, on a des projets dans ce sens-là, puisque aujourd'hui, 50% des Français, comme je vous le disais, peuvent mettre leur pot de yaourt dans leur bac jaune. Et ben nous, il faut qu'on trouve des solutions derrière pour que ces pots de yaourt soient recyclés en France ou proche France, afin de revenir en boucle fermée sur des pots de yaourt. Voilà, donc c'est le type de projet concret qu'on suit au quotidien. Un autre projet pour les papiers cartons cette fois-ci. Avec Isowatt, on travaille avec eux pour fabriquer des nouveaux isolants de bâtiments demain, donc à partir du flux papier, carton, emballage et papier mélangé. Ils travaillent aussi à chercher des adjuvants, donc tout ce qui est anti-feu, anti-moisissure, etc., qui soient respectueux de l'environnement et donc avec du coup un isolant qui est totalement ensuite biodégradable et qui n'a aucun impact pour sa fin de vie en lui-même. Voilà. Je finis rapidement parce que je pense que mon temps est écoulé. Merci de votre attention et encore une fois, je suis désolée, j'ai pas pu tout vous dire, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, besoin de compléments. Merci beaucoup Clarisse pour cette présentation sur les recyclages des emballages, vos informations et vos exemples. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat pour Mathieu et pour vous Clarisse, c'est super, continuez à poser vos questions, c'est très bien. Les trois intervenants y répondront à la fin de la présentation de Sophie Lasserre, qui va nous parler d'une solution sur le lean management, qui est, je pense, moins connue du grand public, mais tout aussi intéressant et efficace. Donc voilà, si Sophie, vous êtes prête, je vous laisse la main là-dessus. Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Et est-ce que vous voyez mon écran? Oui aussi, oui. Parfait. Alors, mon intervention, elle est d'un ordre un petit peu différent de celle de Mathieu et de Clarisse. Donc, je suis comme eux, HEI, l'ancienne HEI. J'ai pas fait chimie, j'ai fait informatique, Clarisse, mais c'est pas très grave, ça change pas grand-chose. Ah mince, excuse-moi Sophie. Mais, grave erreur. Non, c'est grave vraiment erreur. aucune importance parce que tu vas voir, ça n'a pas de l'un comme l'autre. J'aurais pu aboutir à ce que je fais actuellement avec l'un ou l'autre. Donc, pourquoi mon intervention est différente des deux premières? C'est que moi, je ne travaille pas dans l'environnement. Et cependant, je pense que je peux vous raconter des choses parce que, en fait, donc moi, mon sujet, c'est le lean management. Je suis consultante indépendante en lean management. J'interviens auprès d'entreprises, plutôt des sociétés de services, et je les aide avec le lean management à être plus performants. Et quand on fait du lean management, franchement, on ne pense pas à performance environnementale, on pense à performance économique avant tout. C'est comment je vais développer la rentabilité de mon entreprise. Sauf que ça fait des années que j'aimerais bien mettre mes compétences au service de la planète, que je réfléchis un peu à ce que je peux faire. Et la première chose que j'ai trouvée, c'est que je fédère en fait une communauté de patrons qui font du lean dans leur entreprise, encore une fois, pour travailler sur la rentabilité et la pérennité de leur entreprise, hein, mais qui ont des convictions environnementales et qui cherchent aussi à utiliser leurs compétences lean pour une performance environnementale cette fois-ci. Et donc moi, je les réunis régulièrement et ils échangent, ils font un échange de bonnes pratiques sur comment le lean peut être un espoir pour concrètement aider les entreprises à réduire leur impact environnemental. Donc c'est ça
en fait, c'est même pas mon job, hein, c'est une partie que je fais à titre bénévole parce que ça m'intéresse de pouvoir aider ces patrons qui cherchent avant tout d'abord à rendre pérenne leur entreprise, et particulièrement en ce moment, mais quand même à réduire leur impact sur la planète. Et donc, je vais vous présenter quelques exemples de ce qu'ils font. Donc, je vais être le porte-parole de ces personnes. Ils en parleraient évidemment mieux que moi, mais je vais vous raconter un petit peu ce qu'ils ont fait, et notamment parce que j'ai animé pendant le Covid des rencontres qui s'appelaient les mercredis Linis Green, et donc je vais vous présenter en fait un des mercredis qui était le mercredi où on a de conclusion, où on a échangé sur les enseignements du Lean pour une reprise, parce que c'était en mois de juin et on pensait que ça allait bientôt reprendre, plus résiliente. Bon, finalement, ça va nous prendre un petit peu plus de temps. Alors, évidemment que mon gros problème, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure vous vous y connaissez en Lean Management. Je ne sais même pas dans quelle mesure HEI vous forme au Lean Management, donc je vais faire comme si vous y connaissiez un peu, et pardonnez-moi si vous ne m'y connaissez pas, et vous pouvez me poser plein de questions après. Donc très très rapidement, le Lean Management, c'est une méthode qui nous vient de Toyota et qui cherche, pour faire archi simpliste, à limiter les gaspillages. Donc forcément, limiter les gaspillages, on voit quelques liens avec la planète. Et donc avec ces patrons, on est reparti d'une méthode qui est vraiment un peu à l'origine du Lean Management, qui s'appelle la méthode du Kaizen 6 points, une méthode qui a été inventée par Toyota. Et on a cherché à appliquer cette méthode. Normalement, cette méthode-là, elle a pour objectif donc la performance économique toujours, et cette fois-ci de l'appliquer avec un objectif de performance environnementale. Et donc, on a créé un outil qui s'appelle le Green Kaizen, et qui est un outil qui est là présenté là, sous nos yeux, qui est un outil en 6 étapes qui cherche à inciter les collaborateurs d'une entreprise à orienter leurs actions pour avoir un impact positif pour la planète. Et donc, lors de ce mercredi-là qui a eu lieu, il y a eu toute une série d'entreprises qui sont venues présenter en fait des exemples de Green Kaizen qu'ils avaient menés au sein de leur entreprise. Et je vais vous en proposer une ou deux parce que je vois que le temps est passé et que surtout vous avez plein de questions et que c'est sûrement ça la partie la plus importante. Donc, je pense que je vais vous en présenter une. Je vais vous raconter rapidement tous et vous en présenter une. Donc ici, ce sont ces personnes-là. Hein, par exemple, Jean-Baptiste Boutillon, c'est le président de BTP. Et ils ont, avec un Green Kaizen, inventé quelque chose de très malin qui leur a permis de réduire les déperditions énergétiques des bâtiments qu'ils construisent en étant assez innovants et futés. Il y avait Aline Palmade, donc, qui est quelqu'un de chez Cadieux. Cadieux, c'est des gens qui sont basés en Bretagne. C'est une entreprise qui fait des portails, donc les portails qui clôturent vos jardins ou les jardins de vos parents. Ils viennent peut-être de chez Cadieux, mais vous ne le savez pas parce qu'ils les ont achetés chez Leroy Merlin, mais c'est quand même Cadieux qui les a fabriqués. Une personne de chez Alliance Mime qui parlait de comment ils ont réduit leur consommation de matière. Ah oui, chez Cadieux, ils ont parlé de comment ils ont revalorisé leurs déchets bois en faisant de l'économie circulaire. Chez Alliance Mime, une histoire de réduction de consommation de matière. Et Seven Shapes, c'est une petite start-up informatique qui marche très fort et qui a cherché à s'appliquer à elle-même le Lean and Green pour réduire sa consommation d'énergie et faire que tous les outils informatiques qu'il développe consomment beaucoup moins d'énergie, parce que vous savez hein, que la consommation du numérique, ça pourrait faire un continent supplémentaire sur la planète en termes environnemental. Je vais vous parler très rapidement de Paris West Construction et un tout petit peu plus en détail de Cadieux, et j'arrêterai là pour que vous ayez le temps de poser vos nombreuses questions intéressantes. Paris West Construction, en fait, je vais vous le montrer comme ça. Donc, il faut savoir que l'immobilier, globalement, c'est 20% du bilan carbone de la France, vous le savez peut-être. Donc,
l'immobilier a vraiment quelque chose à faire pour participer de l'amélioration du bilan carbone français. Et d'ailleurs, ils ont des normes drastiques pour améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments. Donc les entreprises de construction, ce qu'elles font, c'est qu'elles essayent déjà de se tenir aux normes qui sont assez exigeantes. Eux, ils avaient un sujet autour des ponts thermiques sur les changements de niveau dans les immeubles qu'ils construisaient. Et il y a des normes qui leur imposent un certain niveau de déperdition de chaleur sur les ponts thermiques. Et il existe plein de solutions de rupteurs thermiques qui existent sur le marché. La seule chose, c'est que ces solutions sont chères. Et eux, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à diminuer de la moitié la déperdition de chaleur sur les ponts thermiques. Ça, comment dire, ça n'a rien d'exceptionnel parce que de toute façon, ils doivent tous s'y coller puisque ce sont les normes. Sauf que eux, ils ont réussi à le faire en faisant 20 € d'économie au mètre carré au sol de leur bâtiment, ce qui représente, mine de rien, 5% du prix de construction d'un bâtiment. Donc c'est absolument pas anodin. Comment ils ont fait ça et en quoi le Lean les a aidés? Le Lean Management, donc ça travaille sur les gaspillages et ça travaille sur aller sur le terrain. D'ailleurs, c'était très intéressant. Il y avait plein de points communs avec ce que Mathieu Dancoine a raconté dans son intervention. Ouais. Parce que l'idée, c'est d'aller sur le... Par exemple, quand il y avait ce patron qui disait « il faut refroidir mes eaux, là, venez refroidir mes eaux ». En fait, en allant sur le terrain, Mathieu, il s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas toutes les eaux qu'il fallait refroidir, mais c'était les eaux d'une seule ligne sur les deux. Et puis ensuite, c'était juste 1 heure ou 2 dans toute la journée. Et donc, plus on va sur le terrain et plus on se rend compte de là où on fait des gaspillages et du coup là où on peut aller faire un effort. Et encore une fois, donc il y a plein de liens entre le lean management et la sobriété. Je ne sais pas si c'est un concept qui vous parle, mais c'est être sobre même dans les solutions qu'on propose. Et donc, pour aller vite, ils ont décidé de faire quelque chose qui était assez innovant. Alors, ça ne va pas vous paraître super innovant, ma photo. Eh bien, elle l'est. Elle l'est, et ce qui est innovant, c'est la partie de matériaux d'isolation que vous voyez qui est marron clair, là. Ça ne se fait jamais de mettre dans une chape de béton je vais y arriver, alors, évidemment il en parlerait mieux que moi, hein, parce que je ne suis pas une grande spécialiste du bâtiment et de la construction. Mais en tout cas, ce qu'ils font là, c'est absolument pas reconnu par les bureaux d'études et même interdit par les bureaux d'études parce que pour un bureau d'études, on ne peut pas faire une chape de béton qui ne se termine pas contre le mur. Or, ils ont réussi, au lieu de s'appuyer sur les normes thermiques, mais en repartant sur les propriétés physiques des matériaux et en faisant un vrai travail d'ingénieur finalement, mais d'ingénieur technique qui rentre vraiment dans les calculs, ils ont réussi à prouver que en mettant cet isolant, ils gardaient toutes les propriétés mécaniques de la chape tout en améliorant très nettement la performance énergétique. Alors, ce qui est pour eux, c'est qu'il a fallu convaincre les bureaux d'études de sortir des normes et de revenir à la physique et au calcul des matériaux. Il a fallu convaincre les chefs de chantier qui n'avaient jamais manipulé autre chose que du béton. Et quand on manipule du béton, si on veut mettre de l'électricité dans notre béton, on demande aux électriciens. Si on veut mettre de la plomberie, on demande aux plombiers. Alors, si on veut mettre des matériaux thermiques, on n'avait absolument pas l'habitude. Il a fallu convaincre aussi les maçons d'accepter de faire des gestes qu'ils ne maîtrisaient absolument pas. Et ensuite, il a fallu faire plein de tests pour rassurer sur l'acoustique, la résistance au feu, les capacités techniques des maçons à faire. Et le résultat, c'est que non seulement donc, ils ont tenu les objectifs environnementaux à un moindre coût, mais ils ont très nettement amélioré l'image de l'entreprise Paris-Ouest Construction vis-à-vis des architectes et vis-à-vis des...
Voilà pour ce que racontait la personne de chez le président de cette entreprise. Et ensuite, je vais vous parler donc de Cadieux et de ce qu'ils ont mis en place en termes d'économie circulaire autour de la réduction des déchets de boîtes palettes. Donc Cadieux, ce sont des gens qui font des portails, comme vous voyez un exemple de portail sur votre gauche. C'est une entreprise qui marche très très fort. Et c'est évidemment une entreprise dont les ventes explosent et qui aimerait bien que son impact sur la planète n'explose pas de la même manière. Et donc, ils ont essayé de réduire leurs déchets industriels bruts à 100 tonnes maximum, sachant qu'au départ, il faut savoir que donc ils se font livrer des matières dans des caissons de bois, 200 tonnes par an, et ensuite ils livrent eux-mêmes les portails en consommant 140 tonnes de bois. Quand ils ont livré leur portail, évidemment, tout ça part à la benne puisque ça n'est pas réutilisé. Les clients de Cadieux, il faut que je vous dise que ce n'est pas directement Leroy Merlin. Le client de Cadieux, c'est la personne qui va venir poser votre portail chez vous et qui va prendre les mesures, passer la commande à Cadieux et vous le posez. Et ces gens-là, en plus, donc, ils jettent toutes les palettes sur lesquelles étaient livrés les portails et puis ils payent, bien entendu, pour jeter en déchetterie, tout ça. Et donc, l'idée qu'ils ont eue, c'est de redonner donc une seconde vie à ces palettes et donc d'aller récupérer le bois chez ses clients installateurs, poseurs, pour les reconditionner et les réutiliser. Il a fallu qu'ils convainquent leurs clients à eux, qui sont donc ceux qui vous posent vos portails. Il a fallu qu'ils convainquent les transporteurs d'accepter non seulement d'aller livrer un portail, mais de récupérer sur le trajet du retour les palettes. Il a fallu convaincre aussi les fournisseurs de palettes pour des histoires de taille, etc., de dimensionnement. Il a fallu convaincre aussi les fournisseurs de profilés. Les profilés, c'est la matière première qu'ils utilisent, de modifier un peu la manière dont ils s'en sortent. Ils ont aussi fait travailler un atelier protégé, c'est-à-dire un atelier qui fait travailler des personnes en situation de handicap pour ce travail de reconditionnement. Comment ils s'en sont sortis? Eh bien, en faisant des kaizen. Les kaizen, donc, c'est le cœur du lean management, et en travaillant tous ensemble avec l'ensemble de ce circuit-là, en aidant ses clients à se rendre compte de l'impact environnemental de tout ce gaspillage du bois. Et puis, en allant sur le Gemba, donc le Gemba, c'est un terme 100% en lean management. Le Gemba, c'est le terrain, en allant sur le terrain pour aller observer tout le flux du bois pour comprendre comment on pouvait l'améliorer. Bon, les résultats, c'est d'abord que les clients étaient ravis de ne plus devoir s'occuper d'aller à la déchetterie et de payer à la déchetterie pour jeter leur bois. Ils ont récupéré 120 tonnes et réutilisé 120 tonnes chaque année. Et puis, ça leur a évidemment permis de baisser leur coût d'achat de bois. Voilà, et j'ai terminé. Je pourrais vous en raconter encore plein d'autres, mais je pense que vous avez tellement de questions à poser que je vais redonner la parole aux animateurs, mais je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation. C'était très intéressant d'avoir un point de vue un peu différent des deux premiers et de compléter un peu cette conférence. Du coup, on a vu les solutions liées à l'eau, liées aux emballages, au recyclage et liées au lean management. Donc maintenant, je laisse la parole à Augustin qui va faire remonter les questions aux différents intervenants. Augustin, si tu m'entends, je te laisse la main du coup. Bon, apparemment Augustin n'est pas là. Je vais faire la première question, c'est pas grave. Une question pour Mathieu, du coup, pour la première présentation. Existe-t-il des incitations à être rentable pour l'environnement, entre parenthèses, taxes ou
taxes ou au contraire des baisses de charges? Alors, tout dépend de quoi on parle en fait. Si on parle de subventions de l'État, généralement les subventions de l'État ou les aides incitatives vont plutôt s'exercer sur les investissements. C'est-à-dire le prix de la construction, on va dire, ou de l'équipement pour traiter les eaux, et pas trop sur les coûts d'exploitation ou de maintenance des unités. Donc pour ça, en fait, le principal acteur sur la gestion des eaux en France vont être les différentes agences de l'eau qui s'occupent bassin par bassin hydraulique enfin notamment, il n'y a pas que ça comme rôle hein, pour l'agence de l'eau, heureusement, mais en tout cas ils ont un rôle en fait de percevoir des taxes chez les principaux pollueurs. Je vais les résumer très rapidement comme ça, et de les redistribuer en fait pour contribuer à ce que la ressource en eau sur le bassin soit mieux gérée, que les dépollutions se fassent mieux, que la recherche avance, etc., etc. en fait. Donc plutôt des incitations sur les investissements et pas sur les coûts d'opération. Par contre, les taxes peuvent être très dissuasives, notamment quand les industriels se rejettent au réseau, entre guillemets, tout à l'égout des collectivités, puisque ces taxes sont directement liées ou indexées plutôt sur les pollutions. Donc indirectement, oui, il existe des incitations, mais qui sont plutôt punitives, plutôt que incitatives. D'accord, ok, très bien, merci beaucoup pour la réponse. Une autre question pour vous. Le traitement des données est-il toujours aussi facile que présenté? Performance Process a-t-il eu des cas où le grand nombre de données rendait le problème complexe? Oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que là j'ai présenté vraiment des études de cas simples, simplifiées, et que j'ai fortement raccourci, sinon j'aurais pu en parler pendant de longues minutes. Oui, c'est vraiment une difficulté hein, lorsqu'on récupère alors de la data usine. C'est très compliqué puisque il faut savoir remonter et interpréter plutôt chaque donnée. Se soucier aussi de la véracité des données. Parfois, on a des remontées de données qui sont simplement pas bonnes parce que les capteurs mal étalonnés, etc., etc. Donc oui, c'est une vraie difficulté. Et lorsqu'on fait de l'acquisition de données, nous, Performance Process, sur les usines, il y a effectivement une question dès le départ de savoir, ne serait-ce que le pas d'enregistrement, c'est-à-dire à quelle fréquence on va enregistrer une donnée. C'est important, il faut l'enregistrer de façon suffisamment régulière pour voir les phénomènes techniques apparaître, mais pas non plus de façon trop régulière. Sinon, effectivement, on se retrouve avec une masse de données qu'on a vraiment du mal à interpréter facilement, en fait. Donc, oui, ça arrive effectivement souvent d'avoir trop de données et que du coup, les données sont ininterprétables. Tout à fait. Et en résumé, il faut bien appréhender dès le départ le volume de données dont on a besoin pour répondre à la question et juste calibrer le juste nécessaire pour l'acquisition de données. Oui. D'accord, super, merci beaucoup pour la réponse. Une autre question qui est, je pense, un peu liée. En économie circulaire, entre entreprises peuvent être aussi source d'amélioration. Avez-vous pratiqué ça? Si oui, quelles sont d'après vous les difficultés? Une question de Claude Thorez. Merci Monsieur Thorez de poser la question. Alors oui, je l'ai déjà pratiqué.
Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, en fait, sur les économies circulaires avec des voisins. Et je l'ai notamment vu sur un site d'études où un producteur, enfin un industriel, générait des effluents. Et les effluents étaient traités, puis pré-traités pour être utilisés par le voisin. Donc ça peut être de l'amélioration continue, hein, circulaire, si on reste dans le thème de la croissance verte de ce soir. En 2 mots, l'industriel était un industriel de l'agroalimentaire et il avait juste à côté de son site un un laveur de citernes alimentaires. Donc, pour faire simple, c'est un éléphant bleu qu'on connaît tous en tant que particulier, mais pour les citernes que vous voyez sur la route qui transportent les produits alimentaires. Et donc pour laver certaines citernes, notamment des citernes de transport chimique, il y avait besoin d'une eau peu noble. Et du coup, on a réussi à faire dialoguer les 2 industriels ensemble pour arriver voilà, à ce projet. Ce projet a vu le jour il y a 6 mois. Voilà D'accord. un exemple. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, une question d'Adrien Carras pour Clarisse. Les taxes que payent les entreprises ont-elles évolué depuis 28 ans ou leur montant est globalement resté constant? Alors sur le montant global, je ne saurais pas vous dire en particulier, mais les taxes évoluent tous les ans. Enfin, les éco-contributions évoluent tous les ans selon la maturité des filières qu'il y a derrière. Par exemple, un metteur en marché va payer moins cher, entre guillemets, s'il met sur le marché du PET clair 100% que s'il met un plastique complexe qui est difficile à trier et à recycler derrière. Et ça évolue tous les ans selon la maturité des filières. D'accord, très bien. Une question encore pour vous, d'Olivier Villebrun qui demande si on utilise de l'intelligence artificielle dans le tri et dans les centres de tri. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est des projets qu'on développe aujourd'hui. Et j'ai lancé un appel à projet en septembre 2020 sur le sujet pour appeler justement des porteurs de projets à nous fournir des dossiers de candidature sur tout ce qui est nouvelles technologies pour aider à l'identification effectivement des emballages et notamment l'intelligence artificielle. Donc on a reçu plein de beaux projets et on est en train de les lire et les sélectionner pour les accompagner à partir de 2021. Et effectivement, c'est une des pistes aujourd'hui, mais pour l'instant, il n'y en a pas encore à échelle industrielle dans tous les centres de tri. Mais c'est une des pistes de développement pour notamment identifier des catégories qu'on n'est pas capable d'identifier aujourd'hui avec les technologies infrarouges ou autres. Par exemple, pour différencier une bouteille d'une barquette. Ça, l'intelligence artificielle va nous aider et aussi pour différencier des emballages alimentaires d'emballages non alimentaires. Ça va nous aider aussi et du coup, ça va nous permettre de retourner vers de l'emballage alimentaire parce qu'après, il y a des autorisations avec les autorités de sécurité alimentaire qui nous autorisent en fait à avoir une matière apte au contact alimentaire si elle provient à 95% d'emballage auparavant alimentaire. Donc ça va être important de faire cette distinction-là. Et c'est dans ce sens-là que notamment l'intelligence artificielle va nous aider sur ce type de problématique. D'accord, parce qu'en fait, en ce moment, ce qui se passe, c'est que la majorité est fait par la main, du coup, manuellement. Non, alors ce qui se passe, c'est que oui, enfin, effectivement, soit c'est fait à la main, soit en fait on écarte plus de choses pour être sûr d'avoir une vraie qualité alimentaire. Ou sinon, effectivement, ça va être à la main. D'accord, merci pour votre réponse. Une question encore pour vous. Comment ça se fait qu'en fonction des collectivités, on ne peut pas mettre les mêmes choses dans la poubelle recyclage? Et pourquoi les poubelles n'ont-elles pas le même code couleur en France qu'ailleurs? Alors en France qu'ailleurs, ça je pourrais malheureusement pas vous répondre, mais il y a quand même beaucoup de pays où c'est des poubelles jaunes.
pour tout ce qui est emballage, bleu pour tout ce qui est papier dans le cas des pays où c'est différencié et même des régions en France où c'est différencié. Pour ce qui est de ne pas pouvoir tout mettre selon les régions de France, c'est comme je vous l'expliquais, on est en train de déployer l'extension des consignes de tri. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est assez compliqué à déployer sur tout le territoire français, hein. On a plus de 170 centres de tri aujourd'hui en France, donc il faut tous les moderniser, faire en sorte qu'ils s'adaptent aux nouveaux emballages qu'ils vont recevoir. Et donc malheureusement, on ne pouvait pas tous les faire en même temps, en un claquement de doigts et en 1 an ou en 2 ans. Donc on a déployé toute cette phase d'extension des consignes de tri sur 5-6 ans, il me semble. Donc c'est en cours et c'est pour ça que c'est pas possible de faire la même chose d'une région à l'autre ou même d'une ville à l'autre. Par contre, pour pouvoir savoir et y voir plus clair, je vous invite à télécharger l'appli Guide du tri, que nous avons mise en place et qui permet de savoir selon où vous êtes, donc soit avec géolocalisation, soit vous renseigner vous-même, ce que vous pouvez mettre dans votre bac jaune en renseignant tout simplement le type de produit. Et il y a quelques jours, quelques semaines, on a aussi mis dans cette appli une reconnaissance du code barre. Donc tout simplement, vous scannez le code barre du produit et ça va vous dire où vous pouvez le mettre. Et si vous êtes géolocalisé, ça va être en direct du coup. Voilà, mais à horizon 2023, vous pourrez tout mettre dans votre poubelle jaune en France. Quand je dis tout, c'est vraiment par contre, que les emballages et les papiers. J'espère que ça répond à votre question. Je pense, oui. Merci beaucoup pour la réponse. Une autre question encore pour vous. Citeo travaille-t-elle, ou il, je ne sais pas comment on dit, Citeo, il, elle? Bonne question. Elle, je pense, la société, ouais. Travaille-t-elle sur le retour de la consigne pour le verre, mieux que le recyclage qui demande une utilisation importante d'eau et d'énergie? Alors, on travaille sur la consigne, effectivement, pas que sur le verre, sur le plastique aussi. On travaille sur la consigne et sur le réemploi. Alors, j'ai pas eu le temps de tout vous détailler, hein, mais chez Citeo, moi, j'appartiens à l'équipe recyclage, mais il y a des équipes réemploi qui travaillent à ces problématiques. À savoir que la consigne, oui, c'est important d'analyser tout le cycle de vie d'un produit, d'un emballage, pour vraiment en sortir la meilleure filière, entre guillemets, d'un point de vue environnemental. Parce que la consigne et le réemploi, ça va être des industries qui vont bien fonctionner si elles sont très locales, parce qu'il va y avoir beaucoup de transport derrière, du coup. Donc ça va bien fonctionner à échelle locale. Par contre, ça va être plus compliqué de développer ça à plus grande échelle et ça n'a pas trop d'intérêt, du coup, écologiquement parlant. Et ça va quand même dépenser pas mal d'eau pour tout ce qui est lavage. Donc encore une fois, il faut bien prendre en compte tous ces aspects. Mais bien sûr, on y travaille. Et en fait, la base de Citeo, c'est vraiment de réfléchir selon les 3 R, hein, donc réduire, réutiliser et recycler. C'est vraiment la base de tout. Je crois que j'ai vu passer aussi une question sur est-ce qu'on incite les entreprises à réduire les emballages ou à réfléchir à l'emballage le plus juste. Évidemment, c'est la base, je dirais, et évidemment, on y travaille. Donc ça va être pour le coup l'équipe éco-conception qui va travailler chez nous là-dessus avec nos clients, donc avec les grandes entreprises, enfin, avec toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites d'ailleurs. Et donc, bien sûr, on travaille à cette réduction, à ce réemploi, et pour les applications pour lesquelles ce n'est pas possible, on travaille sur le recyclage. Voilà. Moi, je me suis concentrée aujourd'hui sur le recyclage, mais on travaille sur toutes les problématiques, tout à fait. D'accord. Et justement, sur les recyclages spécifiques, là, il y a une question d'Olivier Villebrun qui pose la question sur les briques. Vous avez dit, je pense, que 57% des briques recyclées étaient recyclées. Ouais. Il demande quel pourcentage de la brique est réellement recyclée. Alors Olivier, n'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez détailler votre question, mais je pense que ça fait c'est en rapport avec la part de fibreux, donc de papier, dans la brique par rapport au. C'est oui, la part alu, plastique, puis fibreux, carton, quoi. Parce que, Ouais. en fait, Alors effectivement, les briques, c'est composé à peu près à 70% de papier. Ça tend à augmenter, hein, parce que les fabricants d'emballage essayent de minimiser la part de couches barrières, hein, donc qui sont l'aluminium et le PE.
qui sont utilisés dans la brique, et de plus en plus, on maximise la part de papier. Mais effectivement, ce qui est recyclé aujourd'hui, c'est les 70% de fibres, donc de papier, de la brique. Et après, ce qu'on appelle le polyal, donc l'aggloméré polyéthylène et aluminium, est recyclé, mais dans des applications un peu anecdotiques, telles que du mobilier urbain, par exemple. Ça répond à votre question, Olivier. Oui, merci beaucoup. Une dernière question pour vous. En termes de quantité, y a-t-il une évolution entre le taux de déchets refusés depuis les dernières années? Citeo travaille-t-il sur ces problématiques? Alors effectivement, il y a une augmentation du taux de refus en sortie centre de tri, parce qu'on a aussi tonnages qui sont mis dans les poubelles jaunes, et donc il y a ce qu'on appelle des erreurs de tri, où les gens mettent pas forcément ce qui est adapté dans la poubelle jaune. Donc aujourd'hui on a à peu près entre 20 et 30%, il me semble, de refus en sortie de centre de tri, selon les régions, selon les centres de tri. Et c'est en augmentation, mais c'est en augmentation par rapport du coup à l'augmentation également du tonnage global. Et évidemment, on travaille sur ces problématiques. On essaye déjà de valoriser toute la part, aujourd'hui, la part valorisable de ces refus. Donc, c'est-à-dire, par exemple, une bouteille en PET qui partirait dans les refus, ça, c'est pas bon. Et on essaye de travailler là-dessus pour vraiment récupérer toute la part valorisable, et que ça parte pas dans les refus. Et on travaille aussi sur le geste du consommateur et du citoyen, avec la sensibilisation, voilà, pour essayer de mieux communiquer là-dessus et de faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs de tri possible. Super. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci à vous pour les questions. Émeric, maintenant. Pardon? Ah, tu m'entends maintenant? C'est bon? Je crois qu'on t'entend, oui. Vas-y. Ok, bon, désolé, hein, j'ai des problèmes de micro. Du coup, tu as posé des questions à Clarisse, c'est ça? On peut continuer les questions pour Sophie. Il y en a une. Les étudiants sont-ils les bienvenus lors de vos rencontres dont vous avez parlé? Oui, ils sont absolument les bienvenus. Et d'ailleurs, je vous ai mis un lien dans la messagerie, là, dans le chat, parce que tous les mercredis Lean is Green ont été enregistrés, comme cette conférence-là est enregistrée, et ils sont disponibles sur YouTube. Donc, je vous ai mis le lien de celle dont je vous ai parlé, mais il y en a eu d'autres que vous trouverez sur le site sur la chaîne de l'Institut Lean France sur YouTube. Vous les trouverez à côté de celles que je viens de vous mettre en lien. Donc oui, vous êtes absolument les bienvenus. Merci beaucoup. Je pense une question pour vous encore. Pensez-vous faisable d'intégrer à votre modèle économique cette activité d'animation de ces groupes de dirigeants? Ouais, alors cette question, je l'ai vue et elle me fait sourire. J'aimerais beaucoup. Pour le moment, je gagne pas d'argent avec ce que je fais sur l'environnement. Pour le moment, c'est bénévole parce que j'ai aussi besoin de toute façon d'affiner un peu mes compétences sur le sujet, et j'aimerais beaucoup qu'un jour mes compétences Lean me permettent de faire des missions Lean pour la planète. Pour le moment, ça n'a pas encore eu lieu. Je vous préviens dès que ça se fait. J'aimerais bien que ça soit en 2021. Donc, je vais reprendre les questions. Alors, donc pour Sophie, toujours, savez-vous quel type d'isolant ont-ils choisi? Oui, alors c'est Victoria qui m'a posé cette question. Je crois que c'est de la laine de roche, mais Victoria, si vous avez besoin d'une réponse un peu plus précise, je vous invite à aller écouter Jean-Baptiste Boutillon qui en parle justement sur la vidéo YouTube que j'ai mise en lien, et il le dira avec assurance. Ok, merci. Là, je ne vois pas d'autres questions. Il y en a une encore pour Sophie. Il y a un peu d'analyse dans la... Alors, c'est pas une question, je peux pas que c'est une question en fait. Mais c'est un commentaire qu'on peut tout de même lire. Olivier Villebrin qui dit il y a un peu d'analyse de la valeur dans la méthode Kaizen.
remettre en question et se poser toujours la question de pourquoi on fait cela comme cela, histoire de quitter les mauvaises pratiques établies et d'arrêter les traditions nocives. Il disait qu'on apprenait cela à HUI en 91. Eh ben, j'aurais bien aimé avoir le prof génial en 1991. Moi, j'ai pas souvenir qu'on m'ait appris le Lean à HEI. J'espère que ça a changé depuis. Mais ouais, quand on applique la méthode Kaizen, il y a toute une phase où, d'ailleurs, quand ce qui a été fait dans l'entreprise de construction bâtiment, c'est vraiment remettre en cause les habitudes et remettre en cause les normes pour revenir à pourquoi on a toujours fait comme ça. Et je peux vous dire qu'ils ont vraiment dû batailler contre tous ceux qui disaient mais non, mais de toute façon c'est la norme, et puis de toute façon il existe des outils, et puis de toute façon il existe déjà des produits, et puis de toute façon c'est impossible. Voilà. Donc oui, c'est exactement ça, tout à fait ça l'état d'esprit. C'est tout le problème, si je peux me permettre d'intervenir, des normes qui sont faites par des gens qui finalement finissent par être très loin du terrain et qui inondent le marché, en particulier dans la construction, l'électricité, tout ça, de choses qui sont complètement débiles, quoi. Et Alors là, je pense qu'il y a un gros lobbying à faire. Ouais. Jean-Baptiste Boutillon, il disait pas que c'était débile, il disait que la norme, du coup, elle mettait des contraintes qui faisaient que pour limiter les déperditions thermiques, ça coûtait pas mal d'argent. Et en fait, lui, il a permis de trouver une solution qui permettait non seulement de respecter les limites de déperdition thermique, mais sans que ça coûte, même en faisant des économies. Et oui, c'est vrai qu'il a fallu après aller convaincre les bureaux d'études que c'était possible de faire autre chose que la norme, et de faire plus intelligent que la norme, finalement. Alors, merci. On a une autre question pour vous, Sophie. Donc, comment identifiez-vous les dirigeants qui ont ces problématiques environnementales? Viennent-ils naturellement vers vous ou allez-vous les chercher pour les faire témoigner? Alors ça, c'est pas simple. Ce sont des dirigeants qui sont déjà... Alors, je fais partie de l'Institut Lean France, qui est un institut qui cherche à promouvoir le Lean en France, comme son nom l'indique, et qui organise très régulièrement des événements où elle cherche à mettre en valeur des dirigeants qui font du Lean d'une certaine façon. Pour faire simple, du Lean avec les gens plutôt que du Lean contre les gens. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai rencontré tous ces dirigeants et qu'à force de discussion, j'ai commencé à créer ce réseau. D'accord, merci. Donc, quelqu'un pose une autre question, cette fois pour Clarisse. Donc, c'est les restaurants, cantines et autres sont soumis à des obligations de tri ou de recyclage. Alors non, des obligations, il n'y en a pas, tout comme il n'y en a pas pour nous, hein, pour les consommateurs lambda, de tri et de recyclage. Il va certainement y avoir ce qu'on appelle une REP, donc une responsabilité élargie du producteur, de même qu'il y a eu en 92 pour les metteurs en marché, les metteurs sur le marché d'emballage et de papier de consommation courante. Il va peut-être y en avoir une sur tout ce qu'on appelle hôtel-restauration, où en fait les restaurants par exemple qui vont du coup par exemple vous donner un truc à manger, à emporter, emballé, vont devoir aussi payer une éco-contribution pour cet emballage. Mais par contre, mais c'est pas encore mis en place, et avec le confinement et la problématique qu'on connaît sur là, on va certainement, enfin, la législation française va certainement reculer cette échéance. Et j'espère pour les restaurateurs et les hôteliers en tout cas, parce que ça va pas être facile à mettre en place, et ça va être un financement supplémentaire pour eux. Bref, mais après en termes de tri, ils sont obligés à rien, hein, comme vous, chez vous, vous n'êtes obligés à rien pour l'instant. Merci. Donc là, je ne pense pas. Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver, de Olivier Villebrun. Ouais, sur le recyclage,
Le domaine du bâtiment, effectivement, alors moi, c'est pas du tout un domaine qui me concerne directement, mais il y a beaucoup d'acteurs qui réfléchissent au sujet et qui sont engagés dans le sujet. Et moi, j'ai notamment des copains de promo d'HEI qui travaillent là-dedans et sur l'utilisation aussi de matériaux de construction après démolition pour les remettre dans le circuit du BTP. Et je vois que j'ai une autre question. Avez-vous des moyens de pression contre les lobbies qui vont contre votre travail, lobby plastique? Vaste sujet, Augustin. Malheureusement, enfin, il n'y a pas forcément de moyens de pression, nous, à notre échelle, Citeo. Après, en fait, les moyens de pression, ils sont législatifs et de plus en plus avec tout ce qui est taxe sur les plastiques et demande aussi d'intégrer des matières recyclées de plus en plus par obligation. Finalement, même les grands plasturgistes tels que Total, Michelin ou autres investissent beaucoup dans le recyclage aujourd'hui et se tournent beaucoup vers ces technologies-là aussi pour se réinventer et pour ne pas risquer de rester sur le carreau à ce niveau-là. Mais non, le lobby, il ne viendra pas de nous. Parce qu'on ne veut pas forcément travailler contre ces gens-là, on veut travailler avec eux justement parce qu'ils c'est aussi eux demain qui vont intégrer les matières recyclées dans leur process. Donc on travaille plutôt avec eux et on les accompagne et ils nous accompagnent aussi sur certains sujets techniques. Donc pas de lobby de notre part en tout cas. Très bien, merci. Maintenant, je vais poser une question du coup à vous trois, donc qui a été posée par Monsieur Claude Torres. Donc, en économie circulaire, les synergies entre entreprises peuvent être aussi source d'amélioration. Avez-vous pratiqué ça? Si oui, quelles sont d'après vous les difficultés? Alors c'est Sophie, moi je ne sais pas trop répondre à cette question, donc je laisse les deux autres répondre. Alors moi, synergie entre entreprises, aujourd'hui, on travaille avec tous les acteurs de la chaîne, hein, comme je vous l'ai dit, et ça ne fonctionne que si tous les acteurs travaillent de concert. Donc oui, il y a beaucoup de synergies à mettre en place, comme je vous le disais, que ce soit entre les plasturgistes, entre les recycleurs, entre les gestionnaires de déchets, Suez, Paprec, Veolia, ou entre les metteurs en marché, Danone, L'Oréal, peu importe. Mais oui, il y a pas mal de synergies sur le sujet. Pour vous donner des exemples, nous, sur les appels à projets qu'on lance, en général, les dossiers qu'on reçoit, on aime bien, enfin, les dossiers ont plus de chances d'être sélectionnés, entre guillemets, s'ils font justement des sortes de consortiums avec plusieurs entreprises du secteur et du sujet. Et du coup, par exemple, un sujet, un projet qui va rassembler, je vous cite n'importe quoi, mais Suez, Danone, LVMH et Total, c'est possible. Et donc ça arrive et ça prouve les synergies qu'il y a. Après, moi, dans l'industrie, dans le passé, j'avais pas forcément connu ça. Mais je pense que ça peut arriver aussi. Mathieu, je ne sais pas si tu as d'autres expériences. Oui, j'aurais juste souligné que il peut y avoir aussi des alliances et des synergies, pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, pas forcément que sur des grands groupes, aussi sur des PME, qui peuvent, enfin voilà, ça je pense que c'est important de le dire aussi, qui peuvent s'associer pour répondre à des problématiques. Et si je suis un petit peu égocentrique et que je reparle encore du traitement des eaux ou de la gestion des eaux, c'est vrai que les problématiques auxquelles on est maintenant confronté sont tellement particulières, tellement techniques, que de résoudre les problèmes qui se posent à nous tout seul,
c'est parfois un peu compliqué, quoi. Donc il y a souvent besoin effectivement de compétences de faire de multicompétences et du coup de faire appel à effectivement des consortiums pour innover et pour apporter une solution industrielle. Tout à fait. Ouais. Voilà. Je crois qu'on arrive au terme des questions posées par le chat. Alors, je me place porte-parole de la commission parenthèse d'HE Lumni et du Career Center pour vous adresser tous nos remerciements pour vos réponses aux présentations ce soir. Je pense que ça a donné beaucoup d'idées et de pistes aux élèves qui font HEI en chimie, en info ou alors même chaque domaine que HEI propose. Et voilà, un grand merci d'avoir été disponible pour les élèves ce soir. Et comme l'a dit Clarisse, je pense que vous êtes d'accord de recevoir des questions supplémentaires si les élèves en ont. Oui, bien sûr. Pas de souci. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et je vais vous mettre sinon mon mail dans le chat. Merci à tous en tout cas pour votre écoute. Merci Mathieu et Sophie, c'était hyper intéressant de partager ça avec vous aussi. Et merci à tous les étudiants ou ex-étudiants qui ont été là ce soir. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bientôt. Au revoir. À bientôt.